Bonjour à tous. Le statut du bailleur privé, ça y est, c'est fait, c'est adopté dans le cadre du 49.3, dans le cadre de la discussion visant à adopter le projet de loi de finances pour 2026. Alors, plutôt qu'un statut, il faut plutôt parler d'un outil de défiscalisation. Un de plus, il vient rien remplacer, il vient ajouter un dispositif fiscal assez complexe qui ne s'adresse pas à tout le monde. Alors on va décrypter tout ça, donc un épisode vraiment d'explication la plus détaillée possible sur ce dispositif Jeanbrun, parce que c'est sans doute comme ça qu'on va l'appeler, qui va bientôt être mis en œuvre. Exceptionnellement, j'ai pris le temps de rédiger une fiche détaillée sur ce nouvel outil de défiscalisation. J'ai écrit ça hier matin, tranquillement. Alors assez détaillé, hein, ça fait quand même 7 pages. C'est parfois plus pertinent de lire tranquillement un texte qui explique des mécanismes fiscaux plutôt que d'écouter. Bon, après chacun aura sa préférence. Cette fiche, il est possible d'aller la télécharger gratuitement. Je précise, j'ai mis le lien dans les notes de l'épisode. Passion Immo, c'est parti. Comme je le disais en introduction, histoire mouvementée. Bon, je vais pas toute la refaire, mais les étapes, si je les résume, au départ, le statut du bailleur privé, c'est une proposition des notaires dans une vieille assemblée générale, maintenant, où ils réfléchissent à tout un cadre d'évolution pour faire évoluer la fiscalité et la simplifier. Là, en l'occurrence, va poser un petit peu problème parce que je pense qu'on ne la simplifie pas. Mais en tout cas, voilà, tout était né d'une réflexion des notaires. Cette réflexion, elle avait interpellé les pouvoirs publics. Donc, les pouvoirs publics avaient dit « nous y sommes plutôt intéressés et favorables ». Elisabeth Borne avait commencé à lancer le travail sur ce dossier. Bon, il y a eu des déboires, évidemment, suite au changement de gouvernement, donc ça n'a pas aidé. L'année dernière, au mois de juin, on a eu un rapport parlementaire qui avait posé un cadre. La discussion ensuite budgétaire approchant, le gouvernement indique qu'il est toujours intéressé par ce statut du bailleur privé. On a une mouture gouvernementale, qui fait un peu l'effet d'une douche froide parce qu'elle va pas très très loin quand même. Alors là, on est très en retrait sur tout ce qui avait été imaginé au préalable. Donc, on parle plus trop des choses. Bon, on sait que l'actuel Premier ministre a favorisé l'idée d'un compromis et d'une concertation entre les différents partis politiques qui composent l'Assemblée nationale pour construire son budget pour 2026. Le truc a pris du retard. Tout le monde peut le constater. Et le statut du bailleur privé, dans tout ça, on se demandait bien où il allait arriver. Bon, il y a des nouvelles pistes qui sont avancées par le gouvernement. Ça va pas très très loin. Le ministre se tait un peu, le ministre du logement, sur cette question-là. On se dit il est peut-être passé en retrait de la discussion. Finalement, pas du tout. Il était plutôt silencieux, mais très actif. Et là, on a vu arriver, il y a quelques jours, un nouveau projet par rapport à ça, plutôt intéressant. Et comme on est dans le cadre d'un 49.3, le texte, ici, on est quasiment certain de son adoption définitive, puisqu'on a vu que tant la motion de censure déposée par la France Insoumise, tant celle déposée par le RN n'ont pas obtenu de les voix nécessaires pour faire tomber le gouvernement. Donc on peut imaginer qu'il va en être de même jusqu'à la fin du processus.
Par contre, petit bémol quand même qu'il faut avoir en tête, nous ne sommes pas à l'abri d'une procédure visant à soumettre auprès du Conseil constitutionnel le texte final voté par l'Assemblée nationale, y compris si c'est dans le cadre d'un 49.3. Et là, on peut très bien avoir un Conseil constitutionnel qui censure certains aspects de ce statut du bailleur privé. C'est pas la chose la plus probable, mais je mets toujours en garde par rapport à ça, qu'il y a des choses qui peuvent changer au final. J'ai rappelé tout ça, je sais, c'est un petit peu long, c'est pour bien montrer les difficultés d'élaboration de ce texte. Alors maintenant, un point de terminologie, statut du bailleur privé, non, c'est pas un statut, ça c'est très clair, on est très très loin de ce qui était l'idée de départ avancée par les notaires, il n'y a pas de statut ici, il n'y a rien qui change fondamentalement concernant le bailleur privé, si ce n'est ce mécanisme fiscal nouveau, qui est un mécanisme fiscal ciblé. On va voir de quelle manière il est ciblé et qui ne vient pas remplacer les autres, il vient s'ajouter aux autres dispositifs existants. On verra notamment que dans une certaine mesure, il peut s'imaginer comme un remplaçant du Pinel, mais c'est pas le Pinel non plus qu'on reconduit. Voilà, faut un petit peu nuancer par rapport à ça. Et c'est là où je pointais du doigt cet éventuel raté en termes de simplification, parce que alors là on simplifie rien du tout, au contraire on rajoute un nouveau dispositif fiscal et ça va compliquer la réflexion de l'investisseur qui va devoir arbitrer entre ces différents dispositifs. Donc cette mise en garde, elle est quand même importante ici dans la réflexion globale qu'on va avoir. Alors maintenant, je vais rentrer dans le détail, donner quelques petites réflexions ici ou là, les points sur lesquels il y a encore du questionnement, et puis la conclusion surtout, c'est pour qui ce statut du bailleur privé, et c'est pas pour qui, parce que c'est peut-être pas nécessairement pour tout le monde, c'est ça qui va être intéressant en fait à souligner. Alors donc, dans l'ordre, on a bien un mécanisme fiscal ciblé ici. Pourquoi ciblé ? Parce qu'il va y avoir des conditions, et on va voir que des conditions, il y en a un paquet quand même. Ciblé parce que il ne concerne que le régime des revenus fonciers. Ça, c'est l'autre aspect. Donc là, ici, on ne parle pas du meublé. Le meublé, on peut penser que le dispositif, il est installé maintenant dans le temps avec les rabotages qui ont eu lieu l'année dernière, ça on n'y touche pas. La grande nouveauté, c'est un amortissement ici qui arrive, qui va emprunter quand même en grande partie aux dispositions qu'on avait dans le cadre de l'allocation meublée. Mais par contre, il va y avoir des contreparties. Ça, c'est toujours le fameux donnant-donnant de l'État. Je vous donne un avantage fiscal, mais en contrepartie, vous allez devoir vous engager bailleur privé dans un certain nombre d'obligations. Après, il faut toujours être très clair là-dessus. Si on estime que ces engagements sont trop lourds, on va pas dans le dispositif, tout simplement. Voilà, là, chacun a une totale liberté par rapport à ça. Alors, donc si on va un petit peu dans le détail. Ici, donc, on a un dispositif qui s'intègre dans le cadre des revenus fonciers. C'est pour ça qu'il est improbe de parler d'un statut du bailleur privé, parce que les loyers restent dans le cadre des revenus fonciers. Là, rien de changé. Ils sont soumis au barème de l'impôt sur le revenu, avec les tranches classiques. Ils sont soumis aux prélèvements sociaux. Voilà, donc là-dessus, les choses restent extrêmement stables. On a donc cette nouveauté de l'amortissement. Alors, je rappelle ce qu'est l'amortissement. L'amortissement, c'est finalement tenir compte de l'usure d'un bien sur le long terme et d'inclure comptablement cette dépréciation du bien sur le long terme. Alors évidemment, là, sur de l'immobilier, on va en tenir compte sur un nombre d'années conséquent. C'est évidemment pas la même chose que quand j'amortis un ordinateur ou l'ordinateur
ordinateur, je vais l'amortir sur une durée de 3 années jusqu'à ce que je le renouvelle. Ça, c'est l'idée de l'amortissement. L'amortissement, donc, il va venir évidemment réduire la base d'imposition, tout simplement, mais avec cet avantage ici, c'est qu'un amortissement n'est pas une somme décaissée par le contribuable bailleur privé, c'est donc un dispositif fiscal qui va lui permettre de réduire le montant de son impôt à payer. Bon, donc cet amortissement, c'est un dispositif qui était très connu de la part de ceux qui faisaient du meublé, parce qu'il faut être clair là-dessus, dans le cadre du meublé, ça permettait de ne pas payer d'impôt quasiment pendant une durée relativement longue. Mais le problème, c'est qu'on va perdre beaucoup de la souplesse que l'on avait dans le cadre du meublé. Donc c'est là où il va falloir arbitrer et savoir où on va, où on ne va pas, éventuellement, sur ce niveau dispositif fiscal. Alors, le champ d'application de tout ça, ce sont les bâtiments d'habitation collective ici qui sont visés. Donc en gros, celui qui louerait une maison, évidemment, là, il n'est pas concerné. Donc, on a déjà une première exclusion. Donc, ça veut dire qu'on va plutôt cibler le neuf, quand même. Pourquoi je dis qu'on va plutôt cibler le neuf ? Parce que les logements anciens pourront être éligibles à ce dispositif, mais à une condition, c'est qu'ils engagent des travaux qui représentent au moins 30% du prix d'acquisition. 30% de travaux d'un prix d'acquisition, c'est pas rien. C'est pas juste je repeins je repeins l'entrée, je refais les papiers peints dans le salon, etc. Je remets des nouvelles plaques électriques, etc. Enfin bon, je dis un peu n'importe quoi, mais non, 30% du prix d'acquisition, ça veut dire que tous les logements anciens ne vont pas répondre à ce critère d'éligibilité de ce statut du bailleur privé. Bon, donc là, ça c'est une grosse exclusion, quand même. Il faut pas se le cacher ici. En plus, la location, elle doit prendre effet dans les 12 mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou les travaux d'acquisition, selon qu'on est dans le neuf ou selon qu'on est dans l'ancien. Donc, c'est évidemment un engagement que l'on va devoir prendre assez rapidement. Ensuite, on va être sur un engagement de location, c'est-à-dire, je vais bénéficier de ce dispositif d'amortissement, il faut que je loue sur une durée minimale de 9 ans. Alors ça pareil, c'est pas nouveau en termes de dispositifs. Vous prenez toute l'histoire des dispositifs fiscaux, y compris le Pinel, plus de 25 ans. C'était pas le Pinel évidemment à l'époque, mais on a eu des dispositifs d'amortissement qui ressemblaient quand même largement au Pinel. Donc les avantages fiscaux ici qui étaient mis en œuvre, il impliquait de la part du bailleur de s'engager sur la mise en location pendant 6 ans, 9 ans, 12 ans, etc. Bon, enfin voilà, les choses ont évolué avec le temps. Donc là, c'est 9 ans. C'est pas moins, Là, faut être très clair là-dessus. Donc là encore, c'est un autre élément du dispositif. Si je suis dans une optique, j'achète un bien, je veux le louer pendant 3 ans, admettons, pour ensuite que le bien soit libéré de manière à peut-être le donner à un de mes enfants qui va faire ses études dans cette ville. Bon, c'est des choses qu'on rencontre assez souvent. Évidemment, le niveau dispositif ne rentre pas dans ce cadre-là. Donc, j'ai pas une souplesse énorme sur cette durée de location. La location, en plus, elle doit être nue, effective et continue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux pas faire des coupures dans tout ça. Donc, je suis dans un engagement de long terme. Quand je suis dans un engagement de long terme, ça implique quand même une chose essentielle, c'est que je ne vais pas être dans de l'arbitrage patrimonial de court terme. Je vais pas pouvoir tous les 2-3 ans changer de stratégie. Donc ça doit être un bien qui a été acquis dans une condition particulière de location de longue durée. Je le sais au départ et je ne vais pas pouvoir en sortir comme je le souhaite. De la même manière, il n'est pas possible de louer à un membre du foyer fiscal. Voilà, ça va être à un tiers. Donc là, voilà, bon, c'est une règle que l'on a ici, qui est pas nécessairement non plus hyper originale.
Alors, on va pas pouvoir tout amortir, mais ça c'est une règle logique. Pourquoi ? Parce que quand on achète un bien immobilier et qu'on veut l'amortir, on n'amortit pas la valeur, le foncier, c'est-à-dire le terrain ne s'amortit pas. C'était déjà le cas en meublé, donc il y a rien de non plus d'original là-dessus, sauf qu'en meublé, on avait une certaine souplesse d'appréciation de la valeur du foncier. Bon, à condition évidemment de pas faire n'importe quoi. Ici, je n'en ai pas. Le foncier, il est estimé forfaitairement à 20% du prix d'acquisition net de frais. Point barre. C'est pas 18, c'est pas 22, voilà, c'est 20% du prix d'acquisition net de frais qui doit être enlevé. Donc ça veut dire que la base amortissable, elle représente 80% de la valeur du prix qu'on pourra augmenter le cas échéant du montant des travaux éligibles dans le cadre du dispositif. Bon, donc ça veut dire que je ne vais pas pouvoir amortir la totalité de ce bien. Maintenant, parce que c'est quand même le point central, quel va être le taux d'amortissement annuel ? Alors là-dessus, il y avait, on était parti d'un peu haut dans les propositions initiales. À un moment donné, on avait même parlé de plus de 5%, etc. Dans la copie intermédiaire du gouvernement, le gouvernement voulait pas aller si loin. Bon, je comprends la logique de restrictions budgétaires, etc. Bon, là, je pense, grâce à l'intervention des acteurs de l'immobilier qui étaient très demandeurs de cette évolution, sans doute du ministre aussi, on a quand même amélioré les choses. Alors, le taux d'amortissement annuel va dépendre en fait du cadre, du loyer dans lequel on se situe. Pour le dire de manière très simple, plus vous allez être dans un effort de fixation du loyer de manière modérée, et plus vous allez bénéficier d'un amortissement important. Bon, pour faire donc simple dans le cadre du dispositif, le taux d'amortissement, il est à 3,5% chaque année quand on va être sur de la location intermédiaire, il est de 4,5% quand on est sur de la location sociale, il est à 5,5% quand on fait de la location très sociale. Bon, je peux pas aller dans le détail ici dans le cadre de ce focus général sur le dispositif. Ça veut dire tout simplement que je ne pourrai pas appliquer les loyers que je souhaite. Voilà, je vais devoir faire un effort sur le loyer que je souhaite appliquer. Alors là, on rentre vraiment au cœur du sujet. Il y en a certains qui ne souhaiteront pas être bridés de cette manière. À ce moment-là, ils seront sur des règles de fixation plus libres du loyer. Ils ne choisiront pas à ce moment-là le cadre du statut du bailleur privé. Alors, c'est là où, et ça sera un petit peu aussi l'objet de ma conclusion après, je vais devoir être obligé de faire du cas par cas. Alors, déjà, il y a des commentaires depuis hier, moi qui, comme toujours, m'ennuie. Alors, il y a ceux qui vous disent que, ouais, non, de toute façon, tout ça, c'est de la merde. Voilà, on noircit bien le tableau, et puis ceux qui vous disent que c'est génial. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Voilà, ça peut être génial ou de la merde en fonction du projet immobilier sur lequel vous êtes, dans la ville où vous comptez le mettre en œuvre, compte tenu du loyer que vous allez faire, compte tenu des travaux que vous allez mettre en œuvre, etc. Compte tenu du marché. Voilà, quel est le marché aussi dans cette ville considérée. Beaucoup de facteurs en fin de compte. Ce qui fait que ce statut du bailleur privé sera peut-être génial pour moi qui souhaite investir dans un cadre précis, et puis ça ne correspondra peut-être pas à mon voisin de palier qui lui souhaite investir dans un autre cadre. Et là, il va falloir s'éviter de faire du raisonnement à l'emporte-pièce et à tout va. Non, c'est ni génial ni pourri. Ça va dépendre effectivement du cas par cas. Et ça, il va falloir le rappeler parce que on risque d'entendre des commentaires, à mon avis, outranciers sur cette question.
Alors, donc voilà pour les amortissements. Voilà. Alors oui, là, juste, j'ai oublié un truc, c'est qu'effectivement, là, je vais pas dans le cadre de cet épisode du podcast, je vais pas détailler quels sont les plafonds à ne pas dépasser, etc. Parce qu'ils vont aussi dépendre des revenus du locataire. Ça fera sans doute l'objet d'un autre épisode où j'irai davantage en profondeur sur ce statut du bailleur privé. Bon, en tout cas, vous aurez compris que c'est un point quand même à regarder avec attention. Maintenant, il y a un autre élément qui émerge, c'est le plafonnement annuel de l'avantage fiscal. C'est-à-dire, la somme totale des amortissements déductibles, elle va être limitée à 8 000 € par an et par foyer fiscal. Tout logement confondu, c'est-à-dire que si j'ai 2-3 logements, mes amortissements auront cette limite. Ce plafond, il est à 10 000 € lorsqu'au moins 50% des revenus concernés relèvent de l'allocation sociale et 12 000 € lorsque cette proportion concerne l'allocation très sociale. Donc on voit là encore qu'il y a une pression à plutôt aller sur des loyers modérés, et que plus vos loyers seront modérés, davantage vous bénéficierez d'un avantage fiscal et de conditions avantageuses. Là encore, chacun va voir midi à sa porte ici. Donc, on a un amortissement qui va être conditionné au respect de plafond de loyer et de ressources des locataires. Voilà. Mais comme on l'avait déjà dans le Pinel, pour rappel, parce que ceux qui pareil, des commentaires, j'ai entendu ici ou là, ah ouais, mais le Pinel c'était génial, etc. Non, le Pinel il était quand même assez strict dans ses conditions d'utilisation. C'était pas non plus une sorte d'open bar fiscal comme certains veulent nous le faire imaginer. Il faudra faire ce statut du bailleur privé, c'est une option qui va se mettre en place au dépôt de la déclaration de revenus, donc dans l'année d'achèvement des travaux ou dans l'année d'acquisition du logement. Attention, ça sera irrévocable. Je ne reviendrai pas en arrière là-dessus. Alors, la logique ici, elle est compréhensible. Les impôts vous octroient un avantage fiscal. Évidemment, il ne s'agit pas en cours de route, de vous retirer du dispositif, parce que ça sous-entendrait que on vous a octroyé un avantage et puis que vous, un peu comme vous le souhaitez, vous quittez ce dispositif. Après, peut-être qu'il y aura, comme on l'a dans certains cas, des événements qui permettront éventuellement de revenir en arrière. Je ne sais pas, un décès, un divorce, etc. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'informations là-dessus. Le bien, on pourra le louer dans le cas d'une société civile immobilière soumise à l'impôt sur le revenu. Mais nous dit-on, en tout cas dans le texte, il faudra conserver ses parts pendant au moins toute la durée de location. Donc là, ça va brider effectivement les modifications de parts que l'on pourrait tenter de faire dans une optique patrimoniale de long terme, dans le cas d'une SCI à l'IR qui, on le sait, est souvent plutôt réservée à un cadre familial. On va s'intégrer dans tout ça dans le cadre du déficit foncier. Alors, je rappelle très rapidement le cadre du déficit foncier. Quand vous êtes dans ce revenu catégoriel du revenu foncier, vous avez possibilité de dégager un déficit. Donc, ça veut dire que vos charges sont plus importantes que vos loyers encaissés, ce qui peut être parfois voulu parce que vous avez accompli des travaux et que dans ce cas-là, évidemment, vous allez avoir une rentrée en termes de loyer qui va être moins importante que toutes les charges que vous avez engagées, vous dégagez un déficit. Par contre, le déficit foncier, il y a une règle qui est contraignante quand même, puisque je ne peux pas imputer plus de 10 700 € de ce déficit sur mon revenu global. S'il y a davantage, ça sera imputé sur les années suivantes, et je sais qu'au bout de 10 ans, je perds l'avantage, je perds en tout cas le déficit foncier qui me resterait à imputer. Ça, c'est un élément quand même qui vient ici, qui limite la portée de ce déficit
foncier, qui limite la portée, mais il n'empêche que ce déficit foncier est un levier fiscal extrêmement puissant qu'il faut évidemment jamais négliger. L'aspect ici sur lequel il y a une incertitude, elle est de taille. Je vais essayer d'être simple et clair. Dans le cadre, quand on fait de la location meublée, il y a une règle fiscale qui n'est pas que de bon sens, elle est inscrite dans le Code général des impôts et elle a une logique que je ne vais pas rappeler ici pour pas alourdir mon propos. La logique dans le cadre quand je fais du meublé, mes amortissements ne peuvent pas servir à créer du déficit. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils sont reportés, mes amortissements. Il y a une mécanique qui s'opère. Mais en meublé, les amortissements ne peuvent pas servir à créer du déficit. Moi, la question que je me pose ici, est-ce qu'on va retrouver cette règle-là ? Alors là, c'est important, très important. Le ministre semble dire que oui, ce sera le cas, que l'on pourrait, alors moi là j'emploie le conditionnel, que l'on pourrait effectivement utiliser les amortissements pour créer du déficit. Ça voudrait dire qu'on aurait une règle qui s'applique dans le cadre du meublé et pas dans le cadre de la location nue. Il y a un point qui est pas clair, donc il va falloir attendre ici des éclaircissements. Alors pareil, quand on en saura davantage, je reconsacrerai un temps de décryptage. Mais là, vous voyez, c'est peut-être un des points essentiels sur lesquels on manque d'informations. Autre point. Il va pas falloir oublier non plus pour avoir une vision globale des choses. L'année dernière, on a rajouté un dispositif quand on calcule les plus-values immobilières. J'y avais consacré un épisode à un moment donné. Qu'est-ce que c'était que ce principe ? Le principe faisait que quand vous faisiez de la location meublée, les amortissements que vous aviez réalisés, vous alliez les réintégrer dans le calcul de votre plus-value immobilière, ce qui avait comme conséquence d'alourdir votre impôt sur la plus-value immobilière que vous alliez payer si vous revendez le bien. Donc là, c'était clairement une pierre dans le jardin de la location meublée qui faisait qu'on alourdissait la fiscalité de la location meublée. Est-ce qu'on va l'avoir ici ? Logiquement, j'ai envie de dire oui, ce qui reviendrait à dire que cet amortissement que je réalise pourrait avoir un impact dans le calcul de ma plus-value immobilière que je vais réaliser au moment de la revente et donc de l'impôt que je vais payer à ce moment-là. Alors, si c'est le cas, il faut quand même rester modéré là-dessus parce que comme on est dans une logique de détention longue et de location, on sait que si le particulier revend son bien, il bénéficie d'un abattement de 6% par an à partir de la 6e année et qui va se cumuler tous les ans pour réduire la base imposable de sa plus-value immobilière. Donc l'impact, il est quand même pas si lourd que ça si je suis dans une optique de détention longue. Puis on sait qu'au bout de 22 ans de détention, si je revends, je ne paye plus d'impôt d'impôt, et puis au bout de 30 ans, c'est cette fois les prélèvements sociaux qui disparaissent. Donc il va falloir aussi regarder cet élément. Il y a une incertitude, selon moi, encore à ce stade. Alors, sauf si une information, j'ai loupé une information. J'essaie d'être assez objectif et factuel, mais donc voilà. Voilà en gros résumé ce nouveau dispositif. Qu'en penser ? Alors évidemment, moi j'ai plusieurs réflexions à faire ici. Alors on voit qu'il y a des points d'incertitude, on voit qu'il y a des conditions assez strictes quand même. On voit également que c'est plutôt avantageux pour le neuf que pour l'ancien compte tenu de ce montant de 30% de travaux qui doivent être réalisés. Ça veut dire aussi que compte tenu de toutes ces dispositions particulières, et là je vais pas me répéter parce que je l'ai déjà dit, donc ça veut dire qu'il faudra faire au cas par cas. Là les tableurs Excel, il va falloir qu'ils fonctionnent, parce que c'est pas des décisions qu'on va prendre au doigt mouillé, alors là très très clairement.
Et là, je m'en garde un peu tout le monde, mais vous en avez l'habitude, pour ceux qui m'écoutent, bon, n'écoutez pas ceux qui vont être soit dans le catastrophisme, soit dans le dithyrambique concernant cette règle. Non, il faut pas en avoir une appréciation générale, il faut en avoir une appréciation au cas par cas. Et ça va être absolument fondamental. Ceux qui peuvent se sentir exclus du dispositif, c'est ceux qui, admettons, achètent un bien, font les travaux eux-mêmes, parce qu'évidemment, ça va être un problème, à ce moment-là, font les travaux eux-mêmes, ou font des travaux à minima, peut-être par eux-mêmes, ou en faisant un mix, travaux faits par des professionnels et travaux faits par eux-mêmes. Bon, évidemment, ceux-là, ils atteindront pas les 30% minimum. Voilà. Et puis, peut-être, et je vais conclure par là, dans l'attente de nouveaux éclaircissements que je vous donnerai évidemment dès que je les aurai, la conclusion générale, c'est, à mon avis, d'être accompagné sur ce genre de choses, parce que ce dispositif ne vient pas remplacer les autres, là il s'agit de faire de l'allocation nue, et ça ne remplace pas la réflexion que doit avoir l'investisseur sur est-ce que je fais de l'allocation nue ou est-ce que je fais de l'allocation meublée, dans quel cadre, est-ce que j'accepte ces règles ou est-ce que je préfère être libre de la fixation de mon loyer. Bon, tout ça est à voir et complique quand même la donne. Et là, attention aux formations à 30 € qui vous promettent la lune, quoi, et qui vous promettent de manière extrêmement simple, j'ai plutôt envie de dire de manière très simpliste, de vous donner des solutions toutes faites. Là, non, il faudra être extrêmement vigilant sur cette question. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions aussi sur ce nouveau statut du bailleur privé, enfin plutôt sur ce nouveau dispositif fiscal, vous n'hésitez pas. Je suis contactable également sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, assez facilement, on peut m'écrire sans aucun souci, sur Instagram, etc. Et je vous dis à très bientôt.